Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. La semaine prochaine, le 15 mars précisément, il y aura ici aux facultés Loyola de Paris une journée d'études sur la pratique du pardon et la réparation. Ces dernières années, aux facultés Loyola, alors connu sous le nom de Centre Sèvres, s'est tenu un séminaire de recherche sur la question justement du pardon. Ce séminaire fut animé par le père Guillaume Cos et Lorraine Angenot. Alors, pour discuter un peu de ce qui s'est dit tout au long de ce séminaire et pour annoncer un peu aussi ce qui se dira la semaine prochaine, j'ai le plaisir d'accueillir ici aujourd'hui le père Guillaume Cos. Bonjour Guillaume. Bonjour. Voilà, Guillaume est un habitué de nos podcasts, il en a déjà réalisé quelques-uns avec nous. Il est bien sûr le directeur du premier cycle ici aux facultés Loyola. Alors Guillaume, cette question du pardon, pourquoi en fait l'avoir abordée? Quelle est la genèse de ce séminaire de recherche et évidemment qui aboutit à cette journée d'études? Quel est le contexte dans lequel tout cela s'inscrit? Pourquoi avoir pensé à un séminaire de recherche sur la question du pardon? L'idée de ce séminaire est venue de la rencontre entre Lorraine Angenot, qui arrivait du Canada où elle avait fait une thèse de doctorat en philosophie et psychologie sur la question du pardon dans la prise en charge des personnes traumatisées. Oui. Et puis moi-même qui venais de soutenir une thèse en philosophie sur la question du pardon. Alors pourquoi est-ce qu'on avait choisi ce thème, chacun de notre côté, sans concertation? C'est, on pourrait dire, sur un étonnement, une surprise, de voir que la question du pardon avait été absente de la psychologie jusque dans les années 90 et très très peu présente, ou alors très cantonnée à la religion, en philosophie, jusque dans les années 1960. Et cette question-là est soudain arrivée en philosophie, par exemple, suite à la Shoah, avec la question notamment des réparations que la RFA proposait de payer à Israël, deux pays nouvellement créés en 1951. Et ça a lancé la question du pardon, qui a rebondi dans les années 90 après la création des commissions Vérité-Réconciliation, et qui est revenu aujourd'hui très fortement en plein milieu du séminaire, suite à la publication du rapport de la SIAZ. D'accord. Et c'est très intéressant, je trouve, parce que vous venez d'évoquer le lien justement du pardon avec des questions politiques, avec vos thèses de philosophie et de psychologie. Parce que c'est peut-être mon idée arrêtée à moi, mais lorsque j'entends parler de pardon, bien sûr, il y a le pardon dans notre vie de tous les jours, mais j'ai tendance à associer le pardon à une pratique religieuse. Peut-être l'idéal du Christ qui demande de pardonner. Et j'ai tendance, et je suppose que c'est peut-être la même chose pour pas mal de personnes, de dissocier cette question d'autres domaines de la vie. Alors justement, ma question c'est de savoir quels ont été les angles d'approche dans votre séminaire pour traiter la question du pardon. Sous quel angle l'avez-vous abordé? Alors, il est vrai que jusque dans les années 60, la question du pardon était vraiment du domaine réservé de la religion, en particulier du christianisme, mais aussi dans le judaïsme. Et dans le christianisme était une question posée à partir de la question de l'aveu, notamment dans le sacrement de la réconciliation. Oui. Dans mes recherches en philosophie et aussi de ce que Lorraine Angenot a pu travailler en psychologie, ce qui est très surprenant, c'est que la question du pardon se pose alors à partir du point de vue de la victime et non pas de l'auteur. Et ça ouvre un champ tout nouveau qui nous a amené, enfin moi en philosophie en tout cas, à retravailler les grands textes religieux, notamment tous les textes bibliques, mais pas seulement, les textes grecs également, les grandes tragédies, pour voir l'ampleur du pardon. Et ça nous a permis de découvrir que le pardon, dans ces textes, dans cette tradition, et je crois très profondément également pour le christianisme, est avant tout une force qui est donnée à vivre
par les personnes qui sont victimes du mal, victimes d'agression, et qui est d'abord une force de relèvement. Voilà. Je comprends, vous me donnez de comprendre qu'on peut aborder bien sûr la question du pardon sous différents angles. Mais alors, j'aimerais vous poser une autre question. Quel lien peut-on faire en fait entre le pardon, j'ai envie de dire, qui est requis pour la cohésion sociale? Parce que vous avez parlé par exemple des génocides, des commissions vérité et réconciliation. Lorsqu'un groupe dans une société a opprimé un autre et il y a cette notion de pardon qui est souvent convoquée dans les commissions de vérité et réconciliation. Mais quel lien peut-on établir entre ce type de pardon et le type de pardon qui est plus individuel, celui dont vous avez justement parlé quand on se situe au niveau de la victime qui a subi toutes sortes d'abus et qui va peut-être s'engager dans un processus de pardon. Y a-t-il un lien, une connexion de ces deux types de pardon, public ou collectif et individuel? Benoît Guilloux, qui a participé à notre séminaire, qui est rédacteur en chef de la revue Projet, qui a fait une enquête de sociologie sur les pratiques du pardon au Rwanda après le génocide, Oui. a une très, très belle et très juste expression sur un processus vagabond. Et lui, il parle de pratique au pluriel. C'est vrai que le pardon, quand on commence à l'étudier de près, a quelque chose d'insaisissable. C'est quelque chose qui apparaît, qui est un don, qui est de l'ordre d'un événement, mais qui est aussi de l'ordre d'un processus qui va se déployer sur différents niveaux, différents plans, indépendamment ou simultanément. Et toute notre étude a consisté à prendre à prendre du recul pour voir l'ampleur de la question et de voir notamment que quand on parle du pardon, alors il y a un numéro de la RSR qui vient de sortir, la recherche de sciences religieuses, Oui, tout à qui fait. montre bien que dans la tradition biblique, pardon et justice ne sont jamais séparés, ce qui est tout à fait juste. De même, la question du pardon apparaît à chaque fois liée du côté de la victime à sa capacité à retrouver confiance, à retrouver une place dans la communauté, à recevoir ce dont elle a besoin pour se reconstruire autant que possible, et lié également à l'auteur par rapport à la question de la reconnaissance des faits, le fait de ne pas recommencer, le fait de se soumettre à la décision de justice, etc. Donc toutes ces dimensions font qu'il y a une partie de la question du pardon qui s'adresse à l'individu. À chaque fois, ça concerne une personne, une autre personne, et en même temps, ça concerne des collectifs et des institutions. Et tous ces éléments travaillent ensemble, et l'enjeu, c'est aussi de distinguer ces différents plans pour comprendre quels sont les éléments nécessaires pour qu'on puisse dire que le processus du pardon est vraiment là, et quels sont les moments où on peut dire qu'il y a une perversion du pardon ou un pardon qui n'est pas vraiment présent, même si on le nomme, même si on le convoque. C'est important de pouvoir distinguer ces différents éléments. Mais alors, au fond, est-ce qu'il y a des limites à la question du pardon? Parce que, en discutant avec vous, je me rends compte évidemment qu'il y a tellement de manières, tellement de dimensions à à la notion du pardon, mais n'y a-t-il pas aussi des limites? Je veux dire, des limites peut-être matérielles, dans le cas par exemple des commissions de vérité et réconciliation, lorsqu'un État va vouloir réparer, si on peut le dire ainsi, des torts commis, n'y a-t-il pas certaines formes de limites matérielles, peut-être des choses qu'ils ne pourront pas faire, ou alors même si on accorde à une communauté, je ne sais pas, des terres ou des compensations financières, on est en droit de se demander si cela répare vraiment en fait le tort subi. Mais en dehors même de ces considérations matérielles, n'y a-t-il pas aussi peut-être des limites d'ordre métaphysique dans le sens où on peut toujours se poser la question sur ce qui constitue réellement le pardon, donc d'un point de vue théorique, ou alors dans d'autres domaines aussi. On peut parler par exemple aussi de limites personnelles. Peut-être que la personne qui a été victime d'un abus n'a juste pas envie de pardonner ou ne peut pas le faire. Est-ce que là, on ne peut pas considérer que ce sont des limites possibles au pardon? Tout dépend à quel niveau on regarde le pardon. Si je regarde le pardon comme un principe, par exemple, Paul Ricoeur définit le pardon comme notre capacité à séparer, Oui. distinguer la personne et ses actes. C'est-à-dire quelqu'un qui commet un crime
ne peut pas être réduit à ce crime. Et le pardon, c'est ce qui nous fait le regarder comme pouvant se régénérer, on pourrait dire moralement, c'est-à-dire agir mieux à l'avenir, prendre conscience de ce qu'il a fait. Voilà. Donc de ce point de vue-là, le pardon est un principe, et comme principe, il n'y a pas de limite comme telle. Alors en revanche, des limites apparaissent en fonction des circonstances, en fonction des personnes, et la première limite qu'on peut repérer, c'est le pardon est quelque chose qui vient, mais qui ne peut pas venir sans notre consentement. On peut ne pas consentir, on peut préférer la vengeance. Oui. Ça, c'est une limite du pardon, mais qui est d'une certaine manière une limite subjective. Ensuite, il y a des limites qui tiennent à notre finitude, qui font que, par exemple, un processus du pardon pour une victime, ça va la conduire peu à peu vers un apaisement, une capacité de resocialisation, etc. Pour certaines personnes, le traumatisme est tellement grave que cette capacité-là, même avec de l'aide de psychologues, de professionnels, va prendre énormément de temps, voire ne pourra jamais arriver. Ce qui veut dire que pour cette personne-là, le processus du pardon, possible en principe, n'advient pas. Alors, on ne peut jamais dire qu'il n'adviendra jamais, parce que l'être humain étant ce qu'il est, parfois il y a des surprises, il y a des petits miracles, comme dirait Paul Ricoeur, mais il n'y a pas de garantie. Voilà. Donc de fait, c'est une question compliquée, complexe. Néanmoins, on peut s'appuyer sur des témoignages pour voir, et puis sur des études, y compris scientifiques, pour voir comment les étapes du pardon peuvent être déployées, comment des structures peuvent être mises en place, comme les commissions de reconnaissance et de réparation, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, etc., pour accompagner et susciter et promouvoir ce parcours, parce qu'on sait que les personnes qui le vivront vont retrouver une vie sociale, un apaisement, sans garantie cependant, ce qui fait que, au bout du compte, on reste quand même avec le tragique du mal lorsqu'il est commis d'une personne contre une autre personne. Encore une fois, vous venez d'aborder un sujet assez intéressant parce que vous avez parlé d'un processus, vous avez parlé des experts, mais la question qui m'est venue à l'esprit immédiatement, c'est en fait, au fond, question peut-être un peu provocante, pourquoi pardonner, je veux dire? Nous qui sommes chrétiens, nous savons, oui, les vertus, nous connaissons les vertus du pardon, Dieu demande de pardonner, mais prenons le cas de quelqu'un qui ne croit tout simplement pas. Pourquoi est-ce que lui, il doit pardonner? Parce que si on détache cette notion du pardon de sa dimension religieuse, quel avantage a en fait celui qui a subi un traumatisme atroce? Pourquoi doit-il pardonner à son bourreau en fait? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui peut le guérir? Mais au fond, est-ce qu'on ne peut pas envisager une personne qui en fait guérit sans devoir pardonner? Alors, d'abord, je crois qu'il est très important de dire que le pardon n'est pas de l'ordre du devoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit donner ou doit demander. Ce n'est pas de l'ordre de la morale. Le pardon est plutôt de l'ordre de la vie. On pourrait le regarder ainsi. Une personne qui a vécu, qui a été victime d'un traumatisme, alors en justice restaurative, on dit qu'il y a un certain nombre de besoins qui ont été créés par ce traumatisme. Par exemple, cette personne n'est plus capable de sortir dans la rue seule parce qu'elle a peur. Le processus que nous identifions comme pardon consiste à l'accompagner pour qu'elle retrouve une confiance minimale, les conditions pour retrouver une vie sociale plus fluide. Voilà. Ça, nous appelons ça le pardon. Simplement, ça peut passer par, au niveau du vocabulaire et du discours, par le fait qu'elle pourra dire à un moment donné, voilà, j'ai pardonné, ou j'ai commencé à pardonner, ou j'ai commencé à vivre le pardon par rapport à telle et telle personne, tel et tel événement, ou pas, elle pourra ne pas le dire. Ça, c'est aussi une question de culture et une question de mots. Simplement, ceux qui l'observent et qui l'accompagnent, le pardon est un guide pour nous donner l'horizon que nous souhaitons vivre avec elle, voilà, de la retrouver parmi la communauté. C'est un peu la même chose pour un agresseur. Il n'a aucune obligation de demander pardon. Simplement, quand il est un agresseur qui est, par exemple, mis devant la justice, la manière dont la justice le regarde, elle va sanctionner l'acte qu'il a commis et va donner une sanction
à la personne, en espérant, ça fait partie des principes de la justice, que cette sanction l'aide à prendre conscience de ce qu'elle a fait. Et voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a le principe qui sépare l'acte de la personne, le principe de pardon, Oui. est supposé par la justice. Voilà. Y compris quand l'agresseur ne parle jamais de demander pardon. Simplement, si lui, il rentre dans ce processus véritablement et qu'il prend conscience du mal qu'il a commis et qu'il vit un repentir et qu'il s'interroge pour savoir ce qu'il peut faire désormais pour vivre mieux et éventuellement même pour aider d'autres personnes, là, quand nous observons ce processus, nous disons, voilà, ça, c'est ce que nous appelons le pardon. Et dans ce sens-là, on comprend pourquoi le pardon est un des éléments essentiels de la vie en commun, sans pour autant que ça ait à être verbalisé. Et à contrario, il arrive des moments où le pardon est verbalisé comme un devoir, Oui. Ce que vous aviez évoqué au début. À ce moment-là, on assiste à ce qu'on peut appeler une perversion du pardon. C'est-à-dire comme si le pardon était quelque chose qu'on devait vivre. Et au fond, quand on demande à une personne de pardonner, en fait, on ne cherche pas du tout à ce qu'elle aille mieux. On cherche à ce que le silence se fasse. C'est une sorte d'amnistie. Et là, ça bloque en réalité le vrai processus. Donc on parle du pardon, mais surtout pour ne pas le faire. Ça, c'est vraiment une perversion. Alors une chose est certaine, je viens de me rendre compte que la question du pardon recouvre vraiment beaucoup de dimensions, elle est beaucoup plus profonde que ce à quoi nous pensons très souvent. Et justement pour vous tous, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cette journée d'études qui se tiendra ici aux facultés Loyola Paris le 15 mars prochain. Et justement parce que cette journée d'études est aussi un peu le fruit de ces années de recherche, de discussion, de ce séminaire qui a eu pour thème majeur le pardon et la réparation. Alors, une partie de ce séminaire a déjà été mise par écrit sous la forme d'un livre qui est disponible ici aux facultés Loyola Paris. Le livre s'intitule « Le pardon dans tous ses états ». Il est vendu ici à l'accueil des facultés Loyola. Merci infiniment à vous, Guillaume, de nous avoir parlé du pardon. Merci beaucoup, Parnell. Voilà, je vous en prie. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Et quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.